Quelle réplique? Répliquer œil pour œil, dent pour dent, sortir l'artillerie lourde ou adopter des contre-mesures graduées face aux annonces du président américain Donald Trump? C'est là toute la question. Avant de partir pour une courte pause, on évoquait évidemment les réponses françaises et les déclarations du président de la République qui ont suscité chez certains grands patrons un peu, d'étonnement ou en tout cas d'interrogation, voire même un peu de colère. On en parlait avec vous, notamment Michel Rumi, économiste, avec aussi un ministre de l'économie qui fait le job, en tout cas, ou le service après-vente, qui dit: il est clair que si une grande entreprise française acceptait d'ouvrir une usine aux États-Unis, ce serait donner un point aux Américains. Est-ce si simple? Parce que, effectivement, aujourd'hui, des milliards d'euros sont investis aux États-Unis, parce que c'est notre marché, que c'est capital aussi. Des plus grandes entreprises. Des plus grandes entreprises. Peut-on appuyer comme ça sur pause? Est-ce possible? Non, puisque dans la mesure où un investissement important dans un pays étranger nécessite des négociations, ça se travaille depuis longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, les montants évoluent et donc on ne peut pas le faire. Bien sûr, on peut éventuellement le retarder, mais ce n'est pas une stratégie dans ce type de crise. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on revient au fait, c'est que M. Macron qui parle aux entreprises françaises, puis après, on va voir les entreprises italiennes, etc. Donc, alors que c'est là la faille aujourd'hui, c'est que c'est des conflits qui touchent des grandes puissances, donc que ce soit la Chine, les États-Unis, et donc il convient d'être une grande puissance pour négocier face à face. Dès lors que on ne discute que un État, on va dire une région de l'Europe, pour faire simple, face aux États-Unis, c'est sûr qu'on aura des difficultés. Anne Kratz, vous la spécialiste des États-Unis, les perspectives sont sombres. Je pense notamment aux études de la banque JP Morgan qui dit qu'à 60% aujourd'hui les risques de récession américaine sont possibles. Est-ce que, au vu de ces données, au vu des réactions des marchés, Donald Trump peut reculer? Il va certainement pas reculer tout de suite. Oui. Mais personne ne peut analyser ce que va faire Trump à l'avance avec certitude. Chacun a dit, on ne sait pas mais comme il est américain, il est capable de faire un tournant à 180 degrés assez facilement. Ça, c'est un peu la tradition américaine. Et s'il voit qu'effectivement le coût à payer pour un certain nombre de ses électeurs est trop élevé, on imagine, en tout cas on l'espère, dans un sens non seulement pour les électeurs en question, mais pour la gestion de l'Amérique en général, on espère qu'il sera capable de changer. Mais pour le moment, c'est prématuré. D'ailleurs, il l'a dit, je ne vais pas changer. Il vient de le dire. Mais je crois que ce qui va changer, bien sûr, c'est les élections aux États-Unis. Après tout, il y en aura une dans 1 an et demi. Et elle s'adresse aux gens qui, en principe, tiennent le cordon de la bourse aux États-Unis, c'est-à-dire les représentants au Congrès, non pas les sénateurs. Donc ça peut changer pas mal de choses. Il y a quand même 81% des Américains, des ménages américains qui possèdent des actions au stock market. Ça fait beaucoup de gens. Il y a énormément d'Américains qui sont dépendants du stock market pour leur pension de retraite, leur 401K, 401K, comme on les appelle. Donc ceux-là, ils vont se faire beaucoup de soucis. Et ceux-là sont certainement parmi les électeurs de Trump. Donc, il faut voir un petit peu. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de rester calme, d'abord, avant toute chose, d'examiner bien les tenants et les aboutissants de tout ce que Trump a annoncé sur son petit truc là qu'il a montré, comme à l'école, comme on était à l'école dans les années 50, on montrait des placards comme ça. Oui, ça, effectivement, il a l'art et la manière de mettre en scène ces annonces. Voilà, mais de la mettre en scène de façon étonnamment archaïque d'ailleurs. Mais enfin bon, ça c'est un point mineur. Donc je pense qu'il faut garder son calme, surtout et avant tout. Il faut peut-être pas essayer d'en faire plus dans la rhétorique contre Trump, parce que c'est impossible. Le langage de Trump, la rhétorique de Trump est une rhétorique qui d'ailleurs n'en mérite pas le nom. En France, où on a quand même une maîtrise de la langue, on n'est peut-être pas obligé de répondre coup par coup. Ça nous abaisse à son niveau. Je parle maintenant au niveau rhétorique. Après ça, au niveau économique, au niveau commercial, il faut effectivement faire des choses. Mais par exemple, ça vient d'être dit, que les patrons résistent à l'idée d'investir aux États-Unis.
bon, ça paraissait quand même quelque chose d'évident, parce que d'abord, ils sont déjà là, ils ne vont pas partir, s'ils ont un marché, s'ils sont établis. Et d'autre part... Des investissements futurs à venir, c'est l'appel aujourd'hui du gouvernement. Si vous voulez, c'est pas à mon avis, c'est pas une bonne stratégie. En tout cas, pas une bonne stratégie à énoncer. Anne Kratz, vous rappeliez, je vous posais la question, et vous avez raison de souligner que Donald Trump a d'ores et déjà dit qu'il ne changerait pas d'avis. Il l'a déclaré sur son réseau social. Aux nombreux investisseurs qui arrivent, y investissent des sommes colossales, mais politiques ne changeront jamais. C'est le moment idéal pour devenir riche, plus riche que jamais. Michel Derzhansky, à coup de, effectivement, messages sur ses réseaux sociaux, une forme de colonne vertébrale là, qui ne bouge pas du président américain, malgré, encore une fois, des mouvements peut-être jamais vus sur les bourses mondiales, le CAC. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et on évoquera tout à l'heure aussi une colère larvée dans la population américaine. Est-ce que je peux juste dire une petite chose avant, vous permettez-moi? Je veux simplement dire, et ce serait sans doute la seule personne, peut-être la seule femme à dire ça, il y a quand même quelque chose de terriblement obscène d'entendre Trump dire sans arrêt « devenez plus riche, devenez plus riche, devenez plus riche ». Ça, c'est une obsession de l'argent du président américain. De cette omniprésence de l'argent. Bon, voilà ce que je voulais dire. Michel Derzhansky. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il va de soi que c'est pas dans les 24 heures qu'il va bouger. Là, il a lancé un scud et il attend de voir comment on va réagir. Et il voit déjà que les réactions en Europe sont dispersées. L'Italie réagit de son côté, la France réagit du sien. Donc on voit bien que les espoirs portés par le plan Draghi, qui était d'unifier tout ça, de mettre de la fluidité et réindustrialiser l'Europe, ça va être compliqué. Et ça ne va pas se faire en un jour. Donc aujourd'hui, je dirais que pour l'instant, il a des semaines devant lui, en fonction de comment ça va évoluer, puisqu'on vient de nous dire qu'il faut attendre qu'il y ait 30% de baisse à peu près dans les bourses pour constater qu'il y a un crash. Et puis après, peut-être une inflation, voire une déflation. On entendait hier le ministre de l'économie en France qui disait on va baisser. C'est-à-dire qu'on sait que le PIB français va baisser, on sait que les ressources vont baisser, on sait qu'aux États-Unis, ça a été dit, c'est la même chose, mais c'est trop tôt aujourd'hui pour voir, je dirais, un Donald Trump reculer. Au contraire, aujourd'hui, ce qu'il va attendre, c'est que chaque acteur vienne prendre la parole vis-à-vis de l'administration américaine pour faire des propositions sur ses taux. Je monte, je descends, je négocie. Voilà, il attend le champ de la négociation. Et il ne va pas intervenir avant qu'il y ait ce champ de négociation et de voir les possibles. Quelle riposte, en effet, répliquer œil pour œil, dent pour dent, si on schématise. La position de l'Europe, pour le moment, n'est pas celle-ci. En revanche, celle de la Chine a été d'annoncer dès hier, eh bien, effectivement, une réponse du berger à la bergère. Écoutez cet extrait de la télévision d'État chinoise. Les droits de douane vont là aussi exploser. La commission des tarifs douaniers du Conseil d'État a annoncé qu'elle imposerait des droits de douane de 34% sur toutes les importations en provenance des États-Unis. Monsieur pas le patron des patrons, mais en tout cas, cette réaction chinoise était-elle attendue? Avait-elle été anticipée, selon vous, par les autorités américaines, de l'administration Trump? Bien entendu, les Chinois sont le premier ennemi, ne l'oublions pas, des États-Unis quand même. C'est pas l'Europe, même si Trump considère que l'Europe a été créée pour l'enquiquiner. Et le terme est un peu soft. Et nous entuber. Voilà. Mais si bon, je vous le laissais dire, c'est plus agréable quand c'est quelqu'un d'autre. Donc, comment dirais-je? Bien entendu, c'est un rapport de force. C'est le même rapport de force que Trump a vis-à-vis de Poutine. Donc là, on est dans des grands États. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui de l'Europe, qui n'a pas les moyens, on l'a dit, dans sa diversité, de pouvoir riposter immédiatement. En revanche, moi, ce que je voulais dire sur cette mentalité ou cette position de Trump, il a dit en début de semaine, il l'a même écrit sur X, qu'il considérait, il se félicitait que depuis son élection et surtout son arrivée à la Maison-Blanche, en 2 mois, il y avait eu plus d'investissements étrangers aux États-Unis que pendant les 4 années du mandat Biden. Donc vous voyez qu'il est loin de faire marche arrière, qu'il tout simplement tape très fort comme il sait le faire, très haut comme d'habitude, qu'il a mis 4 ans pour préparer son programme et que bien entendu, il ne va pas tourner les talons tout de suite parce que plus on est fort, mieux on négocie. Ça n'arrange pas nos affaires. C'est pour ça que je crois, et je crois sincèrement, en tant que patron de TPE,
et en regardant l'économie aussi qui nous entoure, c'est que la politique de la canonnière, nous n'avons pas aujourd'hui ni les canons, ni les boulets. Ni les moyens donc de l'assumer, Michel Rumi, sur cette annonce. Réaction là aussi immédiate du président américain qui dit que la Chine a mal joué le coup, qu'elle a paniqué, ce qu'elle ne peut pas se permettre de faire. Réaction du président américain dans les heures qui ont suivi cette annonce chinoise. Peut-elle se passer aujourd'hui l'économie américaine de la Chine, quand on sait à quel point certaines de ces entreprises, la tech notamment, est interdépendante aujourd'hui de ce partenaire, si on peut encore l'appeler comme ça. Il faut mettre en perspective ce qu'on appelle produit national. Aujourd'hui, de fait de la mondialisation, qu'est-ce qu'un produit français, qu'est-ce qu'un produit américain, qu'est-ce qu'un produit, on va dire, quelle que soit la nationalité. Donc tout le monde a besoin de tout le monde, d'une certaine manière. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà de ces aspects commerciaux, c'est surtout la rivalité au niveau hégémonique mondial entre la Chine et les États-Unis qui se décline au niveau commercial, au niveau militaire et au niveau technologique. Donc à partir de là, tous les moyens sont bons pour essayer de faire vaciller, on va dire, les économies. Ce qui peut poser problème et qui peut renforcer on va dire la confiance de M. Trump, c'est que l'économie chinoise n'est pas au meilleur de ses moments. Donc ce qui va se passer, c'est que faut voir également aussi quelle va être la réaction de l'économie chinoise vis-à-vis de l'Europe, avec notamment peut-être un déversement d'exportations chinoises en Europe. Et donc on risque de gérer un autre problème derrière, c'est au-delà des droits de douane, de devoir gérer aussi des relations avec la Chine au niveau des exportations. Je parle pour les Européens. Donc c'est cela qui peut aussi poser ce type de problème. Et c'est pas aussi simple que cela pour l'Europe de gérer, encore plus si on est désunis d'une certaine manière. Et donc la réflexion de M. Trump, je pense qu'il se dit que, comme l'économie chinoise est en déconfiture dans une certaine mesure, eh bien, ça pourrait que mettre à défaut un peu le gouvernement chinois aussi également. Anne Kratz, je vous vois... Non, je pense qu'effectivement toute cette histoire est une histoire éminemment géopolitique. C'est un conflit géopolitique. Ça va bien plus loin que cette guerre commerciale. Plus loin qu'une guerre commerciale. Ouais. La guerre commerciale, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a existé tout au long des siècles et elle ne s'est jamais terminée par la force, à moins de générer un conflit armé. À ce moment-là. Non, elle s'est générée par une concurrence. Le président a utilisé le mot l'autre jour, une concurrence. Nous ne sommes pas d'accord avec une concurrence déloyale, mais la concurrence déloyale n'existe pas. La concurrence est toujours déloyale, dans un certain sens. Mais pour en revenir à la géopolitique, c'est cela sur quoi les Européens devraient se concentrer. Parce qu'il va falloir qu'ils prennent position vis-à-vis de la Chine, vous venez de le dire, vis-à-vis de la Russie aussi, éventuellement, qui est quand même le plus grand pays du monde, et évidemment vis-à-vis des Américains. Et quoi que cela nous en coûte, il va falloir se rendre compte qu'on est à la fin d'une ère, il faut se séparer, en quelque sorte, pas pour toujours. Il faut toujours regarder l'Amérique avec bienveillance. Ce sont les alliés européens et 70% des Américains sont d'origine européenne. Il ne faut jamais l'oublier. Mais envisager une relation peut-être différente. Il va falloir avoir une autre relation. Les insultes qui ont été proférées à l'égard des Européens par Pete Hegseth, par exemple, et J.D. Vance sont quand même quelque chose qui sont très difficiles à avaler et sur lesquels il faut, si vous voulez, ne pas céder. Il faut demander un peu de respect. Ouais. Un des effets de ces annonces du président américain, j'aimerais qu'on se concentre sur son propre pays, c'est que désormais aux États-Unis, un mécontentement est de moins en moins contenu. C'est aussi un effet de ces annonces. Et il faut savoir que ce week-end, près de 1000 manifestations sont prévues dans des centaines de villes américaines, avec un effet peut-être que l'on n'avait peut-être pas attendu, que des Américains qui anticipent une flambée de prix sur certains produits, qu'on commence à stocker certains produits. Regardez l'extrait d'un reportage réalisé par notre correspondante Justine Jankowski, justement dans un supermarché américain. Branle-bas de combat dans les salles des marchés. Wall Street continue de s'effondrer. Pour les Américains, c'est l'inquiétude. Certains se ruent dans les rayons des supermarchés avec un objectif, stocker un maximum de produits importés, bientôt taxés. Ça vient de Chine. Je préfère acheter maintenant avant que les prix n'augmentent. Ça vient d'Europe. Je ne sais pas ce qui va augmenter, mais je pense que tout le monde va paniquer et acheter en masse comme moi.
Ouais, phénomène Michel Derzhansky qui n'a peut-être rien non plus d'anecdotique, c'est-à-dire que oui, il y a une inquiétude aujourd'hui et peut-être que le consommateur américain dit moyen va être dans les prochaines semaines ou jours le premier touché. On l'avait vu hier sur votre plateau, a priori, il y a une fourchette qui dit que le pouvoir d'achat des Américains sur une année devrait basculer entre 3 000 $ d'augmentation jusqu'à 6 800 $ d'augmentation pour une famille, ce qui est énorme. On a vu hier également que l'effondrement de toutes ces bourses, en réalité, ça donnait quoi ? Ça voulait dire que tous les gains qui avaient été gagnés sur une année avaient fondu en 24 heures. Donc pour ceux qui aujourd'hui ont des fonds de pension, pensent à leur retraite et ont le pouvoir d'achat, vous voyez que la cascade est lourde et que automatiquement ils vont intervenir. Et dernier point sur la Chine, je pense que il faut voir deux choses avec la Chine. Un, la Chine se souvient d'un point de vue historique que des traités inégaux qui ont été appliqués à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, appliqués par les Américains et les Anglais avec la canonnière, quand vous parliez tout à l'heure du canon. D'autre part, les Chinois, ils ont 1,5 milliard de personnes sur lesquelles ils peuvent faire un marché intérieur, que nous, Européens, 450 000. D'accord ? 450 millions, effectivement. 450 millions. Vous voyez la différence. Aujourd'hui, la Chine est en capacité de répliquer aux États-Unis. Elle peut aller attaquer des marchés en Afrique, elle peut être concurrentielle sur le Moyen-Orient. Et elle le fait déjà. Elle le fait déjà, donc elle va continuer. Et quand elle dit qu'elle veut respecter les normes de l'OMC, c'est parce que les normes de l'OMC lui permettent de gagner économiquement, militairement, et donc de renforcer le pouvoir chinois. Avant d'aller voir Emma Barrier, vous vouliez intervenir. Oui, justement, sur le marché chinois, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine, le modèle économique de la Chine était tourné vers l'exportation. Donc elle a volontairement fait beaucoup de produits occidentaux qui ne sont pas nécessairement achetés vers le marché intérieur. Donc ça mettra du temps. Mais ils ont une grosse classe moyenne aujourd'hui. Pardon ? Ils ont une classe moyenne importante aujourd'hui. Oui, mais certes, mais c'est plutôt la question, c'est qu'il faut produire, je dirais, intérieur, et il n'y a pas le taux d'épargne en Chine est très important puisqu'il n'y a pas de couverture sociale. Donc ça pose ce type de problème. On évoquait la colère qui commence à monter chez le consommateur moyen américain, avec, on l'a vu, cet extrait de reportage, des stocks qui sont commencés à être faits. Avec vous, Emma Barrier, merci de nous avoir rejoints. J'aimerais qu'on voit, donnez-nous aussi des exemples de produits qui possiblement pourront augmenter prochainement aux États-Unis. Oui, bien commençons par l'alimentation. La majorité des fruits et légumes consommés aux États-Unis sont importés du Canada et du Mexique, deux pays légèrement épargnés par les dernières annonces de Donald Trump pour le moment. En revanche, pour beaucoup d'autres produits d'épicerie, ils sont importés de pays visés par une augmentation des droits de douane. Prenons par exemple le café ou l'huile d'olive, respectivement importés à hauteur de 80 et 95%. Les Américains vont devoir les payer plus cher. Pourquoi ? Eh bien parce que le café vient majoritairement du Brésil, du Costa Rica, encore de Colombie, des pays pour lesquels les droits de douane vont augmenter de 10%. Même chose pour l'huile d'olive qui peut venir certes de Tunisie, mais surtout d'Italie et d'Espagne, des pays de l'Union européenne. Là, c'est plus 20% des droits de douane. Ensuite, autre produit du quotidien, les vêtements et les chaussures. Là aussi, les Américains vont voir les prix affichés augmenter, plus 17% d'après des chercheurs du Budget Lab de l'université de Yale. Pourquoi ? Eh bien parce que l'an dernier, par exemple, la quasi-totalité du textile vendu aux États-Unis provenait de l'étranger. En effet, regardez, les grandes entreprises de l'habillement dépendent en majorité de la main-d'œuvre peu chère qui est localisée dans les pays comme la Chine, le Vietnam ou le Bangladesh. Et là, les nouveaux droits de douane pour ces pays, c'est environ 40% au moins. Et parmi elles, on peut par exemple citer Shein, Nike, Gap ou encore H&M, autant de marques dont les actions ont clairement chuté ces derniers jours. Et pour l'électronique, l'électroménager, Emma, qu'en est-il ? On pense par exemple à un produit qu'on est beaucoup à avoir, l'iPhone, son prix va-t-il augmenter ? Eh bien, côté high-tech, là non plus, les consommateurs américains ne seront pas épargnés, vu la quantité de produits fabriqués en Asie. Pensons par exemple aux ordinateurs, aux postes de télévision, aux consoles de jeux, ou encore, vous l'avez dit, au fameux iPhone. Regardez, Apple va subir des droits de douane d'environ 54%, car le smartphone est fabriqué essentiellement en Chine. Alors, difficile de connaître son nouveau prix, car on ne sait pas quelle proportion de cette augmentation les importateurs vont répercuter dans le prix de vente. Mais écoutez cet expert qui imagine différents scénarios. Les droits de douane eux-mêmes porteront le prix à $2000. Si les iPhones étaient fabriqués aux États-Unis, nous estimons qu'ils coûteraient $3500 et cela prendrait 7 à 8 ans à mettre en place.
Et quant à la nouvelle console Nintendo Switch 2 très attendue sur le marché américain, eh bien figurez-vous que le constructeur japonais a décidé de suspendre les précommandes aux États-Unis pour prendre le temps de réévaluer le prix de vente. En effet, elle pouvait subir une forte hausse de prix puisqu'elle est en partie fabriquée au Cambodge et au Vietnam. Là, c'est au moins plus 46% des droits de douane. Enfin, les concessionnaires automobiles prévoient aussi de fortes hausses de prix d'ici l'été sur les voitures, car Donald Trump, on le rappelle, a tout simplement décidé d'appliquer des droits de douane de 25% sur tous les véhicules qui proviennent de l'étranger. Alors certes, seule la moitié des voitures du marché américain sont produites en dehors du pays, mais pour les autres, eh bien, il faut quand même prendre en compte les pièces détachées qui sont là aussi d'origine étrangère. Pour conclure, le Budget Lab a calculé que toutes ces hausses de prix dues aux nouveaux droits de douane pourraient représenter une baisse d'environ 3 800 $ par an dans le pouvoir d'achat des ménages américains. Et les droits de douane étant une taxe régressive, ce seront toujours les ménages les plus pauvres qui seront les plus touchés. Effectivement, merci beaucoup Emma Barrier, Bernard Cohen-Haddad. Quand on voit ces répercussions sur le portefeuille du consommateur, peut-être que nous serons aussi touchés. Bien entendu. Bien entendu, dites-vous. C'est une évidence. C'est une évidence. Avec donc un mouvement aussi dans la population américaine de réelle désapprobation quant à ces mesures. C'est déjà le cas. Il y a des mouvements, vous l'avez dit en exergue. Vous savez, quand vous augmentez des taxes douanières, vous augmentez les prix. Les marges, j'ai vu votre reportage initial tout à l'heure, mais les marges, elles sont relativement faibles. Quand vous avez 1 ou 2% de marge sur un produit, comment voulez-vous réduire encore la marge? Il est plus rentable. Et s'il est plus rentable, vous ne le fabriquez plus, vous ne l'exportez plus, vous ne le vendez plus. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cette politique affichée, elle ne permettra pas à court terme, on l'a dit tous sur le plateau, une réindustrialisation américaine aux États-Unis. Ça, vous en êtes convaincu? Parce que c'est l'argument de Donald Trump. Non, mais dire, attendez, en gros, venez installer vos usines chez nous. Une entreprise, une industrie, elle ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut encore du personnel qualifié. Il y a eu, c'est vrai, des bons chiffres de l'emploi hier et avant-hier aux États-Unis. Néanmoins, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée aujourd'hui aux États-Unis. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre américaine pour remplir toutes les industries, les magasins de vente qui pourraient inverser la tendance. Donc il faudra beaucoup de temps. Pour nous, et pour ne pas être trop long, ce qui peut nous sauver, vous l'avez dit, non pas de bunkériser nos économies, mais plutôt de travailler à mettre en avant tout ce qui peut renforcer les synergies européennes, rendre nos économies moins dépendantes des États-Unis, et puis aussi refaire ce qu'on avait prévu dans l'après-Covid, une autonomie stratégique qui nous permettrait de mieux nous centrer sur la région Europe, qui est le seul moyen et le seul, pour moi, effet de levier pour pouvoir avoir une petite influence. Qui reste un marché, vous le rappeliez, Michel Derzanski, de 400... Et un marché sans douane, puisqu'on a un marché européen. 450 millions d'habitants. Michel Rémy, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais compléter, mais j'abonde dans le sens de Bernard. Ce qui est très important, et ce qui sera peut-être, à mon sens, important d'écouter, c'est le prochain discours de la Fédérale Réserve qui aura lieu dans un mois, où Jérôme Powell devra rassurer le consommateur américain en termes de quelle est sa position vis-à-vis des marchés financiers, et également aussi sur les taux, parce que s'il y a vraiment une inflation, la question qui va se poser pour les gouverneurs de banque centrale, c'est va-t-elle être temporaire ou durable? Et donc derrière, il y a toute la politique de taux qui va se définir. Et donc, à mon sens, il y a aussi un discours important à tenir compte, c'est celui de Jérôme Powell plus tard. Oui, absolument. Dans un mois à peu près. Anne Kratz, un chiffre, 54% des électeurs s'opposent aux taxes opposées par Trump sur les biens imposés, 54% des Américains. J'aimerais vous montrer à tous cette casquette que l'on a tous vue en couvrant la campagne de Donald Trump, premier mandat, deuxième mandat, Make America Great Again. Eh bien, il faut savoir qu'à 90%, ces casquettes rouges sont fabriquées en Chine. Et donc, de fait, eh bien, leur prix va augmenter. C'est anecdotique, mais ça dit aussi quoi? Ça décrit une forme d'hypocrisie, vous dites? Et est-ce que l'électeur trumpiste pourra en vouloir prochainement au président américain? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépendra jusqu'à quel point, à quel pourcentage l'électeur trumpiste, son propre revenu est affecté. Et comme on l'a dit, les gens les plus pauvres des États-Unis seront les plus affectés. Et comme ça vient d'être dit à l'instant, cette histoire de réindustrialisation, et là, si vous voulez, elle a sa raison d'être, non seulement en Amérique, mais également en Europe, à cause de la concurrence de la Chine, etc. Mais, comme ça vient d'être dit, ça ne peut pas se faire en un instant. Les Américains
Américains ne vont pas se remettre à faire des télévisions. Et même pour le téléphone Apple vient d'annoncer qu'il allait investir 500 milliards de dollars aux États-Unis. Ce n'est pas de l'investissement étranger, c'est de l'investissement américain, déjà, c'est une part. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront pas le personnel, les monteurs capables de monter ces téléphones en Amérique. La même chose pour l'industrie extraordinairement importante des semi-conducteurs. TSMC vient d'annoncer 165 milliards d'investissements. Encore que TSMC avait déjà bénéficié d'un subside extrêmement important de la part de l'administration Biden. Mais là non plus, ils ont déjà dit plusieurs fois, TSMC, qu'ils n'arrivaient pas à trouver les ouvriers qualifiés pour faire ces semi-conducteurs en Amérique. Donc, la situation va forcément évoluer. Bien à sûr. Nous de capitaliser, aux Européens, je veux dire, de capitaliser sur leurs atouts, ils en ont beaucoup. Le principal problème, selon moi, je ne suis pas économiste, je suis simplement historienne, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire du commerce. Il me semble que un des problèmes majeurs avec l'Amérique, c'est le pouvoir financier de l'Amérique. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que les Européens s'organisent de façon... Et peut-être que tout est remis en cause. Un mot juste, Michel Desancy, pardon, sur cette casquette, vous allez me trouver peut-être obsédé, mais c'est aussi symbolique. C'est aussi symbolique de ce qui est en train de se passer, d'une casquette un prix qui pourrait flamber. C'est symbolique parce que tout à l'heure, on disait en plateau que les drapeaux américains sont aussi fabriqués en Chine. Absolument, les drapeaux... Voilà, je dirais qu'on est sur le symbole absolu, parce que le drapeau, c'est ce qui fait l'essence même d'un État, c'est ce qui fait sa souveraineté. Et penser qu'aujourd'hui, tout cela est fabriqué en Chine, effectivement, c'est quelque chose qui est assez ironique. Mais je pense aussi qu'il y a une chose avec la Chine, c'est que Xi Jinping, il s'inscrit dans une très longue durée. L'État américain reste un État démocratique avec des élections à 1 an et demi, etc. Donc ça a bougé. Et je pense que pour l'électeur américain, aujourd'hui, vous avez montré tout à l'heure, l'huile, la banane, le café sont des produits de première nécessité. Si aujourd'hui les gens doivent déjà commencer à renoncer aux produits de première nécessité, ils pensent même plus déjà à la retraite. Ils savent déjà que ça va aller mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on voyait ces Américains en train de dire oui, on va acheter beaucoup, ça peut peut-être être une névrose, mais on fait beaucoup, parce qu'il semble que là, il y a une telle incertitude, c'est-à-dire que l'incertitude politique que fait vivre Donald Trump à l'extérieur, il fait vivre une incertitude économique aujourd'hui aux Américains sur les produits de première nécessité, c'est ça qui va être la tension.